Voilà, monsieur, bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez. Le professeur Aboudraman Sangaré, président par intérim du Front populaire ivoirien FPI de Laurent Gbagbo, était face à la presse le 15 février dernier. Pour l'essentiel, il a appelé à la réforme de la commission électorale indépendante CEI et invité le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara au dialogue. Le professeur Aboudraman Sangaré a également demandé la libération du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé en prison à La Haye, aux Pays-Bas. Le gardien du temple, comme on l'appelle au FPI, a par ailleurs exigé la libération de l'ex-première dame Simone Ivé Gbagbo et celle de tous les prisonniers politiques. Pour bien comprendre la position du président Laurent Gbagbo et son parti face aux échéances électorales qui arrivent, nous avons invité pour vous Roger Balou. Roger Balou n'est plus à présenter, ça fait la troisième fois qu'il est dans notre studio. Pour ceux qui viennent de le découvrir, Roger Balou est économiste, ancien élève de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales, ESSEC. Il est diplômé de Télécom Paris. Il a été secrétaire national de la jeunesse du Front populaire ivoirien, chargé de la formation politique et syndicale. Militant des droits de l'homme, il a publié plusieurs ouvrages, essais et articles sur la crise ivoirienne, l'état des droits, la démocratie et la bonne gouvernance. Roger Balou est en ce moment secrétaire national chargé des relations avec les partis et organisations membres de l'Internationale socialiste au Front populaire ivoirien. Schéma directeur, thème, le Front populaire ivoirien FPI face aux futures échéances électorales en Côte d'Ivoire. Première question, Roger Balou. Je le dis en introduction, le professeur Aboudraman Sangaré, président par intérim du Front populaire ivoirien, FPI, de Laurent Gbagbo, il faut le préciser parce qu'il y a deux tendances aujourd'hui, était face à la presse le 15 février dernier. Ça vous fait sourire, mais c'est la vérité. Pour l'essentiel, le professeur Aboudraman Sangaré a appelé à la réforme de la commission électorale indépendante. Alors, qu'est-ce que le Front populaire ivoirien reproche à cette structure dont la composition ne dérange pas Ouattara et ses soutiens occidentaux? Beaucoup de reproches, mais un peu avant cela, avant de revenir aux reproches, pour nous, à travers cette conférence, il s'agissait de donner la position du Front populaire ivoirien sur les futures échéances électorales que M. Ouattara fixe pour avril 2018. Nous considérons que c'est un réel enjeu parce que qui dit avril 2018 annonce 2020. Voilà. Donc, il faut que clairement on donne notre position et en même temps qu'on mette en mission tous nos militants pour prendre le peuple ivoirien à témoin, mais aussi pour appeler, n'est-ce pas, la communauté internationale à nous entendre, à nous écouter, peut-être pourquoi pas à nous accompagner sur nos revendications essentielles. Alors la CEI, il y a beaucoup de choses que nous reprochons à la CEI. La CEI est déséquilibrée. La CEI est déséquilibrée. Ensuite, la CEI est dirigée par quelqu'un qui a mené la guerre en Côte d'Ivoire. La crise post-électorale est arrivée par Youssouf Bakaïko. Donc, principalement pour ces raisons, nous ne voulons pas de la CEI. Mais ce n'est pas seulement nous qui le disons. Nous sommes accompagnés dans notre position par notamment l'ONU, le Conseil de sécurité de l'ONU, et l'UA. Voilà. Et sur le plan de la composition de cette structure, qu'est-ce que vous reprochez à la composition? Est-ce que c'est déséquilibré? La CEI est composée de qui? Aujourd'hui, concrètement, aujourd'hui, la CEI comprend 17 membres. Sur ces 17 membres, 8 membres sont du pouvoir. Il y en a ensuite 4 qui sont de l'opposition, donc on voit déjà le grand déséquilibre, et 5 de la société civile. Sans compter qu'au sein de la société civile, il y a au moins 3 qui sont déjà également du côté du RHDP. Donc quand on voit déjà, avant même que les choses ne commencent, la CEI penche déjà en faveur de M. Ouattara. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la CEI qui organise les élections en Côte d'Ivoire.
c'est aussi la CEI qui dit le résultat du vote. C'est pour cela que pour nous, il faut que la CEI soit équilibrée. Nous proposons que la CEI comprenne plutôt 13 membres. Sur ces 13 membres, 3 pour le pouvoir, 3 pour l'opposition, et le reste, on répartit cela au niveau de la société civile. Voilà. Nous pensons qu'avoir une majorité de membres émanant de la société civile et avec un équilibre au niveau du pouvoir et de l'opposition, cela est bien pour justement aller à un vote de façon sereine. Alors sur la CEI, bien entendu, il y a d'autres choses qu'il faut dire. Nous avons donc parlé de la composition de la CEI. Nous disons aussi qu'il faut que Youssouf Bakayoko parte de la présidence de la CEI. On se rappelle qu'en 2010, alors que la CEI, le dossier électoral n'était plus entre les mains de la CEI, parce que la CEI avait dépassé les délais, M. Youssouf Bakayoko, notamment, s'est retrouvé au QIG de M. Ouattara, où il a annoncé, n'est-ce pas, des résultats qui n'étaient pas acceptés par tous. Et c'est ce qui a envoyé la crise électorale. Donc, sur ce monsieur, il y a beaucoup de soupçons. Donc, c'est la deuxième raison. Il faut que M. Youssouf Bakayoko parte. Alors, ce que je voudrais peut-être ajouter, c'est que nous ne sommes pas les seuls à reprocher à la CEI ce déséquilibre. Le Conseil de sécurité de l'ONU... On va y arriver. D'accord. C'est parce que c'est la prochaine question, justement, parce que c'est un élément très important pour la suite de notre entretien. Justement, le régime d'Abidjan a été interpellé, vous l'avez dit, par l'ONU et par l'Union africaine. D'abord, l'ONU, avec la résolution 2062 du 26 juillet 2012, c'est bien cela. Le Conseil de sécurité a instamment demandé au gouvernement ivoirien et à tous les acteurs politiques de veiller à ce que les prochaines élections locales soient ouvertes, transparentes et libres, et se dérouler dans le calme, en assurant la sécurité, en procédant aussi aux réformes électorales utiles. Alors, est-ce que cette résolution n'est pas un peu dépassée, vu qu'elle a été prise en 2012? Elle court toujours. Parce qu'il y a eu l'élection 2015. Tout à fait. Ouattara, le président ivoirien, n'a rien fait dans ce sens. C'est parce que M. Ouattara refuse, n'est-ce pas, de répondre à la résolution de l'ONU. C'est quand même le Conseil de sécurité. Voilà. Donc, en principe, la Côte d'Ivoire aurait dû faire ce que l'ONU, le Conseil de sécurité, lui demande. Mais M. Ouattara refuse cela. Mais c'est pareil. Je veux dire, quand on prend également l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, voilà, c'est pareil. Cet arrêt dit également à M. Ouattara de faire une refonte de la CEI, de sorte à ce que la CEI soit équilibrée. Mais là aussi, il refuse de l'exécuter, sachant que le gouvernement ivoirien, dans le cas d'espèce, a quand même eu à venir se défendre. Voilà. Donc, on en est là. On est en face d'un régime qui refuse ses obligations internationales. Ce sont quand même des accords que la Côte d'Ivoire a passés au niveau international et que nous lui demandons simplement de respecter. Vous avez parlé, n'est-ce pas, de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Quel pouvoir a cette structure pour demander à Ouattara d'exécuter sa décision? C'est une juridiction... Parce qu'elle devait être prise depuis 1 an au moins. Le gouvernement ivoirien avait 1 an pour s'exécuter. Tout à fait. C'est une juridiction à laquelle la Côte d'Ivoire est partie prenante. Voilà. Donc, normalement, lorsque cette juridiction rend un arrêt, la Côte d'Ivoire est obligée de l'exécuter. Sauf qu'en l'espèce, M. Ouattara ne veut pas s'exécuter. Voilà. Et normalement, cette cour avait donné 1 an à M. Ouattara pour s'exécuter. Jusque-là, on en est là. On est en 2018. Ça veut dire que c'était le 18 novembre 2016 que cet arrêt a été pris. Ça veut dire qu'on en est là. Il refuse d'exécuter cet arrêt. Il n'y a pas une sorte de système de vase communicant à partir du moment où Ouattara a été installé en Côte d'Ivoire avec l'aide de ces structures-là, des Nations Unies et de l'Union africaine? C'est ce qui devrait normalement interroger à la fois Ouattara, mais à la fois
à la fois M. Ouattara, mais également toute cette communauté internationale qu'il a installée en Côte d'Ivoire. À savoir que c'est sous le prétexte d'une décision du Conseil de sécurité qu'on est venu faire la guerre, etc., en Côte d'Ivoire. Voilà. Et c'est le même Conseil de sécurité qui demande à M. Ouattara de s'exécuter. Voilà. Donc, en principe, on devrait s'attendre à ce qu'il s'exécute, ou tout au moins que ces organisations-là fassent à nouveau pression, parce que ces organisations ont quand même les moyens de faire pression sur M. Ouattara. Tout à l'heure, je parlais des élections de 2015. À cette date-là, la liste électorale avait été élaborée de façon unilatérale par le régime d'Abidjan. Normalement, elle devait être révisée de façon consensuelle à partir de la liste de 2010. Où vous en êtes avec ce dossier? Je rappelle par ailleurs que le FPI avait demandé à boycotter le recensement électoral. Tout à fait. Donc, justement, donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nombre de nos militants ne sont pas sur le listing électoral. Mais ce listing électoral, nous reprochons beaucoup de choses. Dans tous les cas, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est qu'on fasse une nouvelle liste électorale. Et on en est là. M. Ouattara s'y refuse. Il y a alors que depuis 2015, je veux dire, depuis 2015, il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont passées. Je veux dire, plusieurs Ivoiriens ont atteint la majorité, il y en a qui sont sortis du système parce qu'ils sont décédés, etc., etc. Donc il faut refaire le listing électoral et on en est là. Je vous rappelle qu'avant 2015, le Front populaire ivoirien avait appelé au boycott du recensement électoral. Nous avions effectivement appelé au boycott. Cette fois-ci, c'est peut-être ce à quoi on veut à nouveau nous pousser. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un réel enjeu. C'est-à-dire que nous ne souhaitons pas boycotter. C'est pour cela que nous voulons effectivement, d'une façon ou d'une autre, attirer l'attention des uns des autres. Parce que nous ne voulons plus que la Côte d'Ivoire connaisse le chaos que nous avons connu. Il faut vraiment éviter cela et c'est vraiment notre démarche. Est-ce qu'en ayant cette attitude vis-à-vis du pouvoir en place, vous n'avez pas laissé un boulevard justement au régime de faire... Non, on ne peut pas dire cela. Parce que, je veux dire, on va à des élections parce qu'on est sûr qu'on va gagner. On va à des élections parce qu'on est sûr qu'on va gagner. On compte sur ses forces. Mais s'il s'agit d'aller à des élections où les dés sont déjà pipés, ça ne sert à rien. Nous n'avons pas vocation à accompagner M. Ouattara à des élections. C'est pour cela que nous avons à chaque fois refusé de participer à ces simulacres d'élections. Mais en même temps, c'était un signal fort vis-à-vis de la population ivoirienne, mais aussi vis-à-vis de la communauté internationale. Et d'ailleurs, cela montre aussi combien ce régime-là est très peu soucieux de la démocratie. Parce qu'on ne peut pas dire que je suis heureux, je suis fier, alors qu'une majorité de la population n'a pas participé au jeu électoral. Dans le même sens, est-ce que la politique des chaises vides ne porte pas préjudice au Front populaire ivoirien en Côte d'Ivoire? Alors, vous avez jusque-là adopté. Alors, je vais peut-être reprendre l'image que Sangaré a donnée, qui est une belle image à mon avis. La chaise, elle n'est pas vide. La chaise, elle est bancale. Elle est bancale, c'est-à-dire que si on s'y assoit, automatiquement, on va tomber. Bon, donc, on ne va pas s'asseoir sur une chaise dont on sait pertinemment qu'elle va nous faire tomber. C'est cela. Ce n'est pas une politique de chaise vide. Ce que nous avons fait, nous avons simplement dit que nous n'allons pas participer à ce jeu, parce que ce faisant, nous allons amener notre pays dans un chaos réel, parce que ce serait des protestations à n'en point fini. Et peut-être, qui dit qu'on n'allait pas arriver à une énième crise ivoirienne. Voilà. Roger Ballot, quand je regarde avec mes gros yeux de géographe le découpage électoral en Côte d'Ivoire, je constate que ce découpage donne une paire balle, une part belle, n'est-ce pas, aux populations et aux régions du Nord. Alors que tout le monde sait que la région du Nord de la Côte d'Ivoire est très peu peuplée par rapport au Sud. Alors sur quelle base ce découpage électoral a été fait? En accordant des circonscriptions électorales. Nous posons la même question. C'est-à-dire que le découpage électoral aujourd'hui n'a été fait ni sur la base du nombre d'habitants,
ni même sur la base de la population, enfin de la superficie de la région. Je vais prendre peut-être 2 ou 3 exemples. Prenons la région du Poro, d'accord, avec Korogo pour centre. Cette région fait 453 000 habitants, 453 006 habitants. Et cette région, avec 453 000 habitants, a 12 députés. À côté de cela, nous prenons la région du Béké, d'accord, avec Bouaké pour centre. Bouaké fait 809 236, c'est-à-dire quasiment le double de la population de la région du Poro. Et à Bouaké, on a 13 députés. Voilà. C'est pour ça que je vous demande pourquoi, enfin, selon vous... Ce découpage, il a été fait exprès, c'est-à-dire qu'on sait très bien, M. Ouattara sait très bien que s'il va aux élections sans se faire aider par ce type de micmac, il sait qu'il part perdant. Donc ce qu'il a fait, il a fait un découpage qu'il avance, c'est-à-dire qu'il avantage. Sur quelle base, c'est ça? On ne sait pas, c'est ce que je dis, parce que ce n'est ni sur la base de la superficie, ni sur la base de du nombre d'habitants. Donc on ne sait pas vraiment ce qu'on a. Simplement, ce qu'ils ont fait, ils sont partis sur l'idée que le nord est le bastion de M. Ouattara. Donc il faut donner au nord le maximum de députés. Mais ce n'est pas tout. Quand on prend la région du Bafing avec Touba, dans le nord du pays, 5 députés, cette région, avec 139 251 habitants. À côté, on prend la région du Boclé, Sassandra. Cette région a 3 députés, d'accord, avec 233 632. C'est-à-dire que dans cette région de Sassandra, on a 2 fois la population de la région du Bafing, mais la région du Bafing a 5 députés contre seulement 3 dans la région de Sassandra. Donc c'est comme ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on a privilégié le nord, mais ce n'est pas tout. On va prendre la région du Kabadougou également, qui fait 157 533 habitants. Ça, c'est dans le nord? Oui. Dans le nord toujours, avec Odioné, voilà. Ils ont 7 députés. À côté de cela, on prend la région de San Pedro, qui fait 559 281 habitants. D'accord? C'est-à-dire quasiment 5 fois la population de la région du Kabadougou. Et eux, ils ont également 7 députés. Peut-être que sur la base d'un habitant du nord égale à 2 habitants du sud, peut-être. On va peut-être dire cela. Bon, sur la base, peut-être c'est ça. Donc on revient un peu au système que l'apartheid avait réussi. Voilà. Non plus un homme, un vote, mais voilà. Donc on ne comprend pas également sur quelle base, on ne comprend vraiment pas sur quelle base M. Ouattara a fait ce découpage électoral. Donc c'est ce que nous dénonçons. Nous demandons simplement à ce qu'on refasse un découpage électoral, d'accord, mais sur la base du nombre d'habitants. Les députés, ce sont les députés de la nation, mais qui représentent les habitants. Donc, je veux dire, le nombre de députés devrait être fixé au prorata de la population de la région. D'accord. Toutes ces recommandations que vous faites, est-ce que le gouvernement y aurait en tient compte? Parce que le porte-parole du gouvernement a déclaré dans ces jours-là, nous sommes en février, il y a 2 semaines, comme quoi que le gouvernement n'était pas prêt à faire des réformes au niveau de la commission électorale et même justement au niveau du découpage. Si, on a entendu cela aussi, nous avons entendu cela, mais nous faisons en sorte que le gouvernement soit suffisamment sage pour comprendre que ce dont il s'agit, c'est vraiment de la Côte d'Ivoire. Comment ensemble, nous, opposition, eux étant au pouvoir, comment nous faisons pour sauver la Côte d'Ivoire? Parce que c'est à ce stade-là que nous sommes aujourd'hui. Voilà. C'est pourquoi nous appelons à discuter et nous pensons qu'un gouvernement suffisamment responsable et soucieux, n'est-ce pas, du devenir du pays, devrait accepter de discuter avec son opposition. Surtout que les questions dont nous parlons là, ce n'est pas, c'est tellement, c'est évident, ça peut se vérifier, voilà. Et c'est aussi pour cela que nous interpellons la communauté internationale, parce que la communauté internationale a été vraiment partie prenante à toute la crise ivoirienne, à tout le processus. Voici où est-ce qu'on en est. Une démocratie était en train de se construire, cette démocratie a été détruite, et puis on a mis finalement un régime avec lequel on constate un véritable recul de la démocratie.
Depuis 2011, ça c'est au niveau de la sécurité, l'environnement sociopolitique et sécuritaire est très préoccupant en Côte d'Ivoire, où plus de 300 tonnes d'armes circulent, et sont les chiffres des Nations Unies. Alors que faire pour amener la sécurité dans ce pays où en plus les dozos, puis ce qu'on appelle là-bas les microbes font la loi? Ça, c'est aussi l'autre condition que nous posons, parce que nous ne pouvons pas aller à des élections alors que nous savons que le processus électoral n'est pas sécurisé. Effectivement, aujourd'hui, ce n'est pas nous qui le disons. Des armes circulent, des armes sont cachées. Eux-mêmes, ils en ont découvert dernièrement. Voilà. Donc, ça fait peur. On ne peut pas prétendre aller à des élections alors qu'on sait pertinemment qu'il suffit que quelque chose se passe et ceux qui ont justement caché ces armes vont les sortir et ce sera encore une autre crise. Pour ceux qui ne savent pas, excusez-moi, les dozos, c'est donc des chasseurs traditionnels, enfin, entre guillemets, aujourd'hui qui constituent une force, une milice du régime en place en Côte d'Ivoire. Allez-y. Voilà, donc la question de la sécurité est une question réelle, une question sérieuse, parce que celui qui va en campagne, il faut vraiment qu'il soit certain qu'il y va, il sera sain et sauf et pourra revenir. Donc c'est vraiment pour nous aussi un réel souci. Nous demandons au pouvoir de faire en sorte que tous ceux qui n'ont pas de raison d'avoir des armes, voilà, que les armes leur soient arrachées, que la police, que la gendarmerie jouent effectivement voilà, leur rôle et qu'on se sente finalement en sécurité. Face à la presse, je l'ai dit en introduction, le 15 février dernier, le professeur Aboudraman Sangaré, président par intérim du Front populaire ivoirien, a réitéré la demande, n'est-ce pas, pour la libération immédiate du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé, de Mme Gbagbo aussi, et de tous les prisonniers politiques. Il a aussi demandé le retour apaisé et sécurisé des exilés, l'abandon des poursuites judiciaires contre les partisans du président Laurent Gbagbo. Alors, est-ce que le FPI ne prêche pas un peu dans le désert par rapport à toutes ces demandes qui restent lettres mortes? Nous faisons notre devoir. Nous faisons notre devoir qui est d'alerter, qui est de dénoncer. C'est ce que nous faisons. Voilà. Ne pas le faire, ce serait justement faillir à notre devoir. Nous pensons qu'aujourd'hui, pour que la Côte d'Ivoire retrouve sa quiétude, pour que les Ivoiriens se réconcilient, il faut que le président Gbagbo soit là. C'est ce que nous pensons. Nous pensons qu'il n'a pas sa place à La Haye, d'autant plus que c'est lui seul et son camp, n'est-ce pas, qui se retrouvent à La Haye, alors que les criminels, les rebelles, dont on connaît les actes, ils sont en circulation, ils sont libres. Des ex-rebelles. Bon, oui, disons les ex-rebelles, on les connaît, on sait les exactions qui ont été commises, et ils sont là, ils ne sont pas jugés. Donc finalement, on revient, c'est pour cela que nous parlons de justice des vainqueurs. Justice des vainqueurs à La Haye, mais justice des vainqueurs également en Côte d'Ivoire, où effectivement, on voit bien que ce sont les pro-Gbagbo qui sont arrêtés. Pour la plupart, pour la majorité de ces camarades-là, ils ne sont pas jugés, d'accord. Ils ont encore leur avoir, leurs biens qu'ils avaient en banque gelés, d'accord. Donc ils se retrouvent dans des situations vraiment très précaires. Nous pensons qu'il faut les libérer. Mais nous pensons aussi à nos camarades. Rien qu'au Ghana, il y a plus de 10 000 de nos camarades, des Ivoiriens qui sont exilés au Ghana. Plus de 10 000 personnes. Ça pose un problème. Sachant que notre constitution dit qu'un Ivoirien ne doit pas être en exil. Et nous avons parlé du Ghana, mais ils ne sont pas seulement au Ghana, ils sont aussi très nombreux au Libéria et un peu partout, au Togo, au Bénin. Donc ce sont de réels problèmes. Il faut aller à des élections, mais le cœur apaisé. Il faut aller à des élections avec un sentiment, n'est-ce pas, que nous appartenons tous à une même nation. Ne pas avoir l'impression qu'il y a deux catégories d'Ivoiriens. Voilà. Une catégorie qui, elle, est emprisonnée, est en exil. Voilà. Donc ce sont ces questions-là que nous soulevons. Ce sont ces questions-là que nous soulevons qui sont vraiment indispensables pour que la Côte d'Ivoire se retrouve. D'accord. On va faire un
tour sur l'actualité récente en Côte d'Ivoire. Un député du RHDP, un député du PDCI, qui a giflé une dame policière et qui a failli se faire lyncher par la population. Il y a eu l'incendie du marché de Soubré et les représailles des populations. La mairie et la maison du maire ont été incendiées. Vous avez appris ça certainement. Voilà. Ensuite, il y a eu l'incident de Blolequin, où un gendarme a tué avec son arme un motocycliste. Cet incident a provoqué une émeute et il y a eu mort d'hommes et destruction des biens publics. L'incident de Djekanou entre un vendeur baoulé et un client dioula, vite transformé en bataille rangée entre les communautés baoulé et sénoufo. Est-ce que la Côte d'Ivoire, avec tous ces faits divers, n'est pas assise finalement sur une bombe à retardement qui pourrait entraîner une guerre tribale? Et là, c'est ce que nous craignons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la population ivoirienne est arrivée à un niveau d'exaspération tel que, pour peu, cette population-là se met dans tous ses états. Dans le cas, par exemple, du policier, ce qui s'est passé, c'est que c'est sur la corruption. C'est-à-dire que les populations sont excédées par la corruption. Il n'y a pas de justice. Alors, ils décident eux-mêmes de se faire justice. Bon. Avec le député, ce qui se passe, c'est l'arrogance du pouvoir. C'est l'arrogance du pouvoir que le peuple veut sanctionner. Bon, c'est pareil également à Soubré. À Soubré, le maire fait un marché incendié. Le lendemain, il convoque les marchands et il leur dit « cotisez-vous ». Il fixe des montants exorbitants pour prendre des places dans le nouveau marché qui est en construction. Voilà. Donc, du coup, la population s'est dit, donc c'est pour cela que vous avez brûlé notre marché, pour qu'on soit obligé de payer 2 millions pour prendre une nouvelle place. Et c'est comme ça que les choses ont très vite dégénéré. Sur place à Soubré, les militants du Front populaire ivoirien sont soupçonnés d'avoir incendié la maison du maire et la mairie. Non, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas dire ça. En Côte d'Ivoire, nous savons qui sont les marchands, c'est-à-dire qui vendent. La population en Côte d'Ivoire qui vend, ce sont des djoulas. Voilà. Il y a des populations dont c'est le métier, enfin, où ils excellent vraiment. Donc, c'est eux qui se sont trouvés. C'est un mouvement de foule. C'est-à-dire que c'est dans la suite de cette réunion avec le maire que tout a dégénéré, qui sont allés brûler la mairie et qui sont allés brûler également, incendier le domicile du maire. C'est quelque chose qui est regrettable. Mais ce que je suis en train de dire, qu'on en arrive là lorsque la population vraiment est excédée et qu'elle sait qu'elle n'a pas, l'État ne l'écoute pas, voilà, elle n'a pas un moyen de recours, n'est-ce pas, pour se faire, voilà, alors elle décide de se faire justice. Et c'est ça qui est le problème. L'exemple de Djekanou, c'est un fait banal. 2 individus qui ont des problèmes, voilà, et paf, ça se transforme en une bataille rangée entre 2 communautés. Et donc, c'est l'État qui est vraiment aujourd'hui en déliquescence. Voilà. L'État est en train de s'effondrer et il faut qu'on fasse en sorte qu'on n'arrive pas au pire, parce que c'est ce que nous craignons. C'est-à-dire qu'on soit tellement excédé que finalement notre pays à nouveau reconnaît ces moments sombres que nous avons connus. La corruption, c'est des préoccupations, hein. La corruption, l'enrichissement illicite, l'endettement de la Côte d'Ivoire, ne sont-ils pas des mots chroniques qui freinent vraiment le développement de ce pays, à part même si on parle d'une croissance à 8-9% aujourd'hui? Bon, la croissance, elle doit pouvoir nourrir son homme. La croissance doit pouvoir nourrir son homme. Je veux dire qu'en Côte d'Ivoire, ce à quoi on assiste, c'est qu'il n'y a pas de création d'emplois. Les jeunes sont au chômage, ils finissent leur diplôme, mais ils traînent. Finalement, c'est aussi cela qui fait que le banditisme dans les grandes villes atteint aujourd'hui des proportions. Voilà. Donc on ne peut pas vraiment parler. Cette croissance-là,
elle ne sert pas vraiment la population. La corruption est telle que aujourd'hui le pays n'avance pas. C'est vrai qu'il y a un groupe d'Ivoiriens. La corruption a toujours existé en Côte d'Ivoire, oui, sous l'ancien régime. Mais ce n'était pas à ces proportions aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est monnayable. Voilà. Tout est monnayable et il n'y a plus de valeur dans tous les services. Et c'est effrayant. Justement, à propos de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, que fait l'opposition qui laisse Ouattara gouverner en roue libre, puis d'après des observateurs politiques, il envisagerait même de faire un troisième mandat? L'opposition s'oppose. C'est ce qu'on peut faire. Je vais dire que nous, au Front populaire ivoirien, nous avons décidé très tôt de ce que nous avons appelé une alternance pacifique à la démocratie. Donc, tout ce qui est coup d'État, tout ce qui est conflit armé, nous sommes très loin. Tout ce que nous pouvons faire, ce que nous faisons, c'est sensibiliser la population, dénoncer ce qui se passe. C'est ce que nous avons fait autrefois de toutes les façons, du temps du parti unique, avec le président Houphouët-Boigny. Nous avons dénoncé jusqu'à ce que finalement, en 1990, on arrive au multipartisme. Voilà. Donc nous pensons que dénoncer, être ferme justement dans ses convictions, nous pensons que tôt ou tard, ça finit par payer. Tout à l'heure, vous parliez justement du président Houphouët-Boigny, qui, il faut le signaler, était le chantre, n'est-ce pas, de la géopolitique. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins, avec ce qu'on appelle là-bas sur le terrain le rattrapage ethnique, comme fondation d'une gouvernance communautaire. Il n'y a pas de visibilité à l'horizon, ça tout le monde le sait. La fracture sociale est déjà profonde et elle s'agrandit chaque jour avec des emprisonnements, des condamnations à l'emporte-pièce et puis quelquefois des tortures aussi. Est-ce que l'opposition ivoirienne, avec à sa tête le Front populaire ivoirien, qui reste très affaibli, il faut le signaler, n'est pas victime, n'est-ce pas, de sa propre déchirure? Non, bon, d'abord, je voudrais dire que le rattrapage ethnique fait beaucoup de mal à la Côte d'Ivoire. Ça fait beaucoup de mal aux populations qui sont, on va dire, favorisées aujourd'hui vis-à-vis de leurs autres frères. Ça fait beaucoup de mal parce qu'il y a une fracture ethnique qui s'installe et ce n'est pas bon dans la durée pour une nation. Parce que notre ambition, c'est de construire une nation une et indivisible. Donc là où on alimente tout ce qui est fracture ethnique, ça ne peut faire que faire beaucoup de mal à la nation. Donc c'est une situation que nous déplorons et que nous dénonçons, nous continuerons de dénoncer cela. Bon, alors, non, le Front populaire ivoirien, c'est vrai que dans les débuts, c'est-à-dire en 2011, 2012, nous avons eu d'énormes difficultés parce que c'était vraiment la chasse à l'homme. C'est-à-dire que le parti ne pouvait pas fonctionner correctement, mais grâce à feu le président Miaka, voilà, qui nous a malheureusement quittés, peu à peu, le parti s'est relevé, peu à peu, d'accord. Et aujourd'hui, avec le président Sangaré, on est passé à la deuxième phase où le Front populaire ivoirien, aujourd'hui, essaie d'exister. Parce que, quoi qu'on dise, nous n'avons pas toujours droit, par exemple, aux médias d'État. Nous ne pouvons pas librement faire nos meetings. Bon, on voit que le week-end dernier, il n'y a pas eu d'incident. Là, le président Sangaré est en tournée dans la Maraou et pour le moment, tout se passe bien. Donc voilà, ce sont des acquis que peu à peu, que nous sommes en train de conforter, d'accord. Nous sommes en train de faire en sorte que finalement, la démocratie reprenne, n'est-ce pas, reprenne vie en Côte d'Ivoire. Et c'est ça notre combat. Parce que nous n'avons pas choisi de combattre, nous n'avons pas choisi la politique par les armes. Voilà. Bien sûr, bon, il ne faut pas se le cacher, hein, il y a une crise au FPI, voilà, parce que sur le terrain, il y a deux tendances. Il y a la tendance Abdourahmane Sangaré et la tendance Affi N'Guessan. Qu'est-ce que vous qui êtes de cette tendance du professeur Sangaré, Abdourahmane Sangaré, qu'est-ce que vous pensez justement de cette crise?
Pour ceux qui nous regardent, ils m'en voudraient si je ne vous pose pas la question. La notion de tendance, en réalité, c'est une notion vraiment on ne sait pas d'où ça émane. Je veux dire, les organisations ont des textes. Les organisations fonctionnent sur la base des textes. Chez nous, au Front populaire ivoirien, nous avons des statuts et règlements intérieurs qui nous guident. Le Front populaire ivoirien a régulièrement fait son congrès, au cours duquel le président Laurent Gbagbo a été élu président pour 3 ans. Normalement, nous avons notre prochain congrès en août, début août 2018, voilà, où cette présidence-là sera à nouveau remise en jeu. D'accord ? Alors, M. Afi, justement, à ce congrès également, a été exclu du parti. Il a été exclu du parti, c'est ça qui est la vérité. Voilà. Bon. En même temps qu'il est exclu du parti, en même temps, c'est cette tendance qui est reconnue par le pouvoir en place en Côte d'Ivoire. Oui, alors, donc, il y a quand même... Mais un parti, ce sont les militants qui font un parti. Un parti, c'est sur le terrain qu'on le voit. Voilà. C'est vrai que nous avons été condamnés par la justice ivoirienne, mais on sait les circonstances, personne n'est dupe en Côte d'Ivoire. Voilà. On a beau créer un pays du pouvoir, mais à quoi ça sert si Afi ne peut pas mobiliser? À quoi ça sert? Si M. Afi ne peut pas faire un meeting, à quoi ça sert? Voilà. Nous, je vous dis qu'en ce moment, le président Sangaré est en meeting dans la Maraoué. Il faut simplement regarder ce monde qui déferle pour venir le toucher, pour venir l'écouter. C'est ça un parti. Voilà. Et nous, cela nous suffit. C'est-à-dire notre capacité de mobilisation. C'est ce qui fait que finalement, ceux qui hier disaient non, mais on reconnaît ce FPI du pouvoir-là, et l'autre FPI, on ne le reconnaît pas, ils sont obligés finalement de revenir vers nous. Ils sont obligés de revenir vers nous aujourd'hui, parce que c'est nous qui sommes sur le terrain. C'est nous qui... voilà. Donc, nous n'avons pas de problème avec M. Afi. M. Afi est exclu. Notre parti prévoit que lorsqu'on est exclu, on peut aussi demander à revenir dans le parti. Donc, si M. Afi veut revenir dans le parti, il a été président, il sait ce qu'il lui reste à faire, c'est-à-dire il fait une demande normalement. Le Congrès qui a statué sur son exclusion statuera de nouveau. Si oui ou non, il faut à nouveau l'admettre. Donc, nous n'avons vraiment pas de problème avec M. Afi. Il vit sa vie. C'est vrai que ces derniers temps, il a pris un réel plaisir à nous attaquer. Voilà, mais bon, pour nous, c'est le désarroi qui l'amène à ce genre d'action. Et voilà, quoi. Nous continuons. En Côte d'Ivoire, les principaux partis d'opposition ont tous des déchirures internes. Je fais allusion au Parti ivoirien des travailleurs. Je fais également allusion au mouvement des forces de l'avenir de Anati Koubena. Est-ce que ce n'est pas une sorte de... Ce n'est pas à la mode en Côte d'Ivoire de... Voilà. En fait, l'opposition qui se déchire en interne. Non, l'opposition ne se déchire pas. La réalité qu'il faut comprendre, c'est la conception que ce régime-là... On n'a pas une main du régime... Voilà, c'est cela. C'est la conception du régime Ouattara, c'est sa conception de la démocratie. C'est-à-dire, c'est un régime qui a peur de la démocratie, qui croit qu'un opposant, forcément, il veut notre mort, voilà. Donc, on veut nuire à l'opposant, on veut nuire à l'opposition en sémant un peu la zizanie, etc., etc. Mais les personnes qui sont suscitées, les personnes que le pouvoir suscite à coup d'argent, malheureusement, n'ont aucune légitimité. Parce que finalement, c'est ce qui est bien dans cette histoire, c'est-à-dire que c'est... Parce que ce sont les militants, de façon, je veux dire, au dernier ressort, de façon ultime, qui décident. Ce n'est pas M. Ouattara qui va décider de qui est son opposition. Ce sont les militants, ce sont les personnes qui s'entendent sur voilà, une ligne politique. Ce sont ces personnes-là qui décident. Donc, que ce soit au MFA, parce que ce n'est pas seulement effectivement au FPI, mais MFA, PIT, on a suscité des oppositions, mais qui ne valent que ce qu'elles valent, quoi. Voilà.
Ils ne valent que ce qu'ils valent. Le 15 février dernier, quand le professeur Aboudraman Sangaré a fait sa conférence, selon des observateurs politiques, on a noté la présence d'un représentant de l'ambassade de France à cette conférence de presse. Est-ce que c'est un signe de rapprochement avec la France? Non. Bon, d'abord, nous n'avons jamais été éloignés de la France. La France est un partenaire. Mais non, il ne faut pas lire cela comme ça. Je veux dire, je pose la question. Bien sûr. C'est une question. Je suis en train de répondre. Non, les ambassades sont dans les pays, se renseignent sur ce qui se passe, sur les forces en présence, de sorte à pouvoir donner de plus amples informations à leurs autorités. Donc il a plu à ce monsieur de venir, à ce diplomate de venir à cette conférence de presse. Nous nous sommes en tout cas sentis honorés, d'accord, qu'il vienne nous écouter, voilà, pour qu'il sache ce que nous disons, parce qu'on a vite fait de diaboliser des gens lorsqu'on ne les connaît pas. Donc nous, en tout cas, nous avons pris cette présence-là avec beaucoup de plaisir, et avec beaucoup de reconnaissance, mais ça s'arrête là. Voilà. Le rapprochement, personne, je veux dire, le Front populaire ivoirien n'a pas intérêt à établir une rupture avec les nations qui existent, surtout avec un pays comme la France. C'est vrai qu'il s'est passé des choses, mais les pays vivent, les pays existent. Les pays, c'est dans la durée. Voilà. Donc nous avons toujours souhaité entretenir de bonnes relations. Est-ce que cette présence n'est pas une sorte de reconnaissance de de la tendance Aboudraman Sangaré? Non, nous, comme je l'ai dit, pour nous, l'ambassade voulait venir toucher de plus près la réalité du Front populaire. Ce n'est pas la première conférence de presse du professeur Aboudraman Sangaré. Oui, mais je veux dire que les calendriers font qu'à un moment donné, les gens décident de faire ceci ou cela. Voilà. Donc il a plu à ce diplomate ce jour-là de venir nous écouter, voir un peu comment nous réagissons, voir quelles sont les thèses que nous défendons, parce que, comme je l'ai dit, les élections d'avril 2018, là, c'est un réel enjeu. Il faut empêcher que la Côte d'Ivoire ne connaisse de nouveau un chaos. Et on sait très bien que la France a été présente, n'est-ce pas, durant tout ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Donc la France a vraiment un réel intérêt à ce qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Donc la France a effectivement intérêt à écouter ici et là, voilà, et non seulement à observer, mais aussi à être actrice, voilà, de la reconstruction, de la réconciliation. Donc vraiment, c'est comme ça que nous voyons cette présence, comme je dis, que nous saluons. Nous souhaitons que d'autres ambassades viendront à nos prochaines conférences pour nous entendre, pour nous écouter. En ce moment, à la Cour pénale internationale, le procès de Gbagbo, il y a une rupture en ce moment. Bientôt, les témoins à des charges vont comparaître. Vis-à-vis de l'évolution de cette procédure, quelle est la position du Front populaire ivoirien? Après cette première étape où les témoins à charge sont venus faire la déposition. Non, disons qu'après le passage des 82 témoins, d'accord, à charge, ça nous a conforté dans notre position, à savoir que le président Laurent Gbagbo est un otage. Parce qu'on l'a vu, de notre point de vue, ces 82 témoignages ne vont en aucun cas dans le sens des différentes allégations, d'accord, qui ont amené le président Gbagbo à la haie. Donc cela nous a conforté sur le fait que le président Laurent Gbagbo est injustement poursuivi, d'accord. Voilà. Et donc pour nous, le reste n'est qu'une formalité, mais il faut en passer par là. Voilà, il faut en passer par là. Mais ce qui nous réconforte surtout, au-delà de ce procès et de la souffrance d'un homme et d'une famille, et peut-être et au-delà aussi de la souffrance d'un peuple, voilà, nous savons que finalement c'est notre cause qui est en train d'avancer, c'est-à-dire la cause de la souveraineté de nos États. Voilà. C'est pour cela que nous avons coutume de dire que le président Gbagbo à la haie est en réalité en mission pour ce pourquoi nous nous battons depuis, c'est-à-dire
les libertés démocratiques, la souveraineté, voilà. Nous pensons qu'à partir de la haie, ce combat-là trouve un écho beaucoup plus puissant, d'accord, qu'il ne l'avait par le passé. Nous sommes à la fin de cette émission, ça passe très vite. Est-ce que vous voulez que l'on retienne, parce que bien sûr il y a les élections locales en ce moment qui vont arriver, mais il y a 2020 les présidentielles. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de la position du FPI par ces futures échéances électorales qui arrivent en Côte d'Ivoire? C'est-à-dire les élections maintenant, là, locales, législatives, régionales et présidentielles dans 2 ans. Le Front populaire ivoirien est un parti des élections. C'est-à-dire, sans les élections, le Front populaire ivoirien n'aurait pas pu être ce qu'il est aujourd'hui. C'est pourquoi nous tenons vraiment aux élections. Mais nous disons que ce n'est pas n'importe quelle élection, ce n'est pas n'importe comment on va à des élections. Nous voulons des élections transparentes, des élections justes, des élections inclusives. Et c'est cela notre bataille. Et nous disons que avril 2018 est vraiment un moment important. Parce que si nous ratons cette occasion de faire entendre raison au régime actuel, nous craignons le pire pour notre pays. Et donc nous invitons, bien entendu, le régime de M. Ouattara à accepter de discuter avec nous. Voilà. À accepter de discuter. Ce sont des questions qui sont difficiles, mais nous pouvons nous asseoir et discuter. Et puis, toute cette communauté internationale qui nous écoute, nous lui demandons voilà, de nous entendre. Parce que de la même façon que hier, elle est venue au chevet de la Côte d'Ivoire, nous ne voulons pas que ce soit encore une autre crise. Et il faut attendre une autre crise pour que cette communauté internationale se mobilise de nouveau. C'est maintenant qu'il faut sauver la démocratie. Roger Ballou, si les conditions que vous demandez à Ouattara de remplir pour faire des élections transparentes et justes, si ces conditions ne sont pas remplies, c'est à croire que le Front populaire ivoirien n'ira pas à ces élections locales, législatives et régionales et à la prochaine présidentielle. Le Front populaire ivoirien avisera. Le Front populaire ivoirien avisera. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, c'est de façon collégiale que nous prenons nos décisions. Un comité central se réunira et décidera de ce qu'il faut faire. Voilà. Aujourd'hui, même le président Sangaré ne peut pas dire qu'est-ce qu'on fera demain si ce que nous disons n'est pas respecté. Mais nous nous battons. Nous nous battons pour que le pouvoir accepte de s'asseoir et de discuter avec nous. Nous nous battons et nous avons foi que nous allons avancer ensemble. Dernier appel à vos militants qui certainement vont nous suivre. Voilà, nous demandons de façon générale, voilà, aux militants du Front populaire ivoirien de la diaspora, mais de façon plus générale aux Ivoiriens, nous disons simplement que notre pays est aujourd'hui vraiment à un carrefour. Il faut éviter que ce que nous avons connu depuis 2002, il faut éviter que cela arrive de nouveau. Donc c'est ensemble que nous allons sauver notre pays. Nous allons sauver notre pays au-delà de nos postures partisanes. Parce que ce dont il s'agit devrait en principe transcender nos positions partisanes. Parce qu'il s'agit de sauver la Côte d'Ivoire. Donc nous appelons tout le monde à ce qu'ensemble, on fasse en sorte que progressivement la Côte d'Ivoire retrouve et son unité, n'est-ce pas, et finalement la paix. Merci Roger Ballou. Je rappelle que nous recevions pour vous Roger Ballou, qui est en ce moment le secrétaire national chargé des relations avec les partis et organisations membres de l'Internationale socialiste. Il a parlé au nom du Front populaire ivoirien. Cette émission est terminée. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée ou une bonne journée selon l'endroit où vous vous trouvez. À bientôt.
Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.